Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis, bien sûr. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est toujours bon par chez vous? Eh oui, je me suis ennuyé de vous et de la production des épisodes de Top Pot. J'ai profité de ce repos pour travailler sur le prochain projet que je vous présenterai en détail officiellement dans quelques jours. Le site www.bonstock.québec, sans accent, évidemment, avance bien hors ligne. J'ai mis en ligne une version minimaliste pour les gens qui voudraient s'inscrire à l'infolettre qui accompagne le site. J'ai déjà écrit une dizaine d'articles pendant mes vacances pour que toutes les catégories du site aient du contenu pertinent. Il y a 9 catégories. Alors j'ai hâte de vous présenter les nouveaux producteurs autorisés que j'ai rencontrés. Je pense à Vincent de Green Culture Verte. Je pense aussi à Alexandre de Tekakana. J'ai aussi trouvé par hasard un PA qui paye les études de ses employés. Et le micro-producteur Julien de Justefeu va nous montrer l'agrandissement de son usine juste pour fournir à la demande. Entre autres, hein? Il y aura plein d'autres choses, évidemment. L'industrie du cannabis ne va pas très bien, mais il y a des tas de belles histoires à raconter et Bonstock va pouvoir relayer très efficacement ces informations. Top Pot aura d'ailleurs sa page sur Bonstock. Et évidemment, il y a une page et un groupe Bonstock sur Facebook et LinkedIn. Je vous invite à venir nous rejoindre. Alors, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? De cannabis. Oui, mais de quoi en particulier? Eh bien, je me suis levé un jour cette semaine, mercredi, je crois, et je me suis dit, c'est quoi la différence pour les poumons entre la fumée d'une cigarette commerciale de tabac et un joint de cannabis? Alors, la fumée tue, on le sait, hein, ce ne sont pas les pompiers qui le disent, ce sont les médecins qui s'intéressent au problème de la cigarette de tabac. Mais qu'en est-il donc de la fumée du pot? De la boucane, c'est de la boucane, diront certains. Mais les amoureux des courses automobiles vous diront que ce n'est pas vrai et que la fumée des pneus Pirelli, par exemple, est aphrodisiaque. Les fins observateurs de la scène du char savent que Pirelli ouvre maintenant les pages de son calendrier sexiste aux hommes. Les fans de Iggy Pop, Bryan Adams et Bohan Phoenix apprécieront leur présence cette année dans le calendrier. Pirelli et l'industrie du cannabis ont plus en commun que la fumée. Ils ont en commun aussi une certaine idée de l'homme, disons. OK. Vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, je commence par un café. Juste une seconde. Hé, MJ! Ouais! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Mon habituel, s'il te plaît. Tu vas pas oublier, hein? Double expresso, triple dose de CBD. Merci. OK. De retour. Pour nous orienter dans ce qui s'en vient, on va aborder la discussion en segmentant informellement notre questionnement de la façon suivante. Quelle différence entre la fumée de cannabis et la fumée de cigarette? Le cancer et les fumées en général? Le fonctionnement des poumons et les fumées? Et les fumées et les COPD. On va y revenir. COPD. Nous savons que la fumée du tabac tue. Parfois à petit feu, parfois en grande pompe. La fameuse bronchopneumopathie chronique obstructive, oui, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une affection à développement lent, dont les symptômes n'apparaissent généralement que vers la quarantaine ou la cinquantaine, et dont l'une des causes principales est le tabagisme. Cette bronchopneumopathie chronique obstructive touche autant les hommes que les femmes, selon le Grand Dictionnaire terminologique du Québec, où j'ai trouvé la définition précédente. En anglais, on dit COPD, et je ne savais pas que ça voulait tout simplement dire Chronic Obstructive Pulmonary Disease. En français, on dit PBCO, ou bronchopneumopathie chronique obstructive. PPCO, PPCO, PPCO. Ouais, OK.
Beaucoup d'études semblent prouver que la fumée du cannabis ne provoque pas les mêmes effets que la fumée du tabac. C'est le moment où je dois vous dire que je ne suis pas une personne de science. Je tente de comprendre, dans mon coin, là, avec vous. C'est ma seule prétention. Pour le reste, vous pouvez consulter votre pusher d'opinion habituel. Alors, quelle est la différence entre la fumée de cannabis et la fumée de cigarettes de tabac commercial? Juste une seconde. Hey, merci, MJ. Ce sera pas long. Ouh. Je suis toujours au répondeur au café. Alors, on disait quoi? On disait quelle est la différence entre la fumée de cannabis et la fumée de cigarette. Alors, la première étude que j'ai trouvée sur la différence entre la fumée du tabac et du pot date de 2005. C'est aussi peut-être la plus importante. Le chercheur Robert Melamed, M-E-L-A-M-E-D-E, a démontré que même si les deux sont similaires, on peut observer des différences fondamentales dans leurs propriétés pharmacologiques respectives. Alors, d'un côté, des cannabinoïdes et de l'autre, de la nicotine et quelques centaines de produits chimiques ajoutés par les fabricants de cigarettes. Alors, la conclusion de la recherche de Melamed est la suivante. Et là, je le cite plus ou moins texto. Les données scientifiques disponibles qui examinent les propriétés cancérigènes de l'inhalation de la fumée et ses conséquences biologiques suggèrent les raisons pour lesquelles la fumée du tabac, mais pas celle du cannabis, peut entraîner un cancer du poumon. Évidemment, je vous résume maintenant les points saillants de son étude de 2005. Déjà, 1. Les deux types de fumée génèrent des activités pharmacologiques différentes. 2. Les composants de la fumée du cannabis minimisent certaines voies cancérigènes. 3. La fumée du tabac en renforce certaines de ces voies cancérigènes. 4. Les deux types de fumée contiennent des substances cancérigènes pouvant renforcer les effets cancérigènes de la fumée. 5. Le cannabis, cependant, régule généralement à la baisse la production des radicaux libres d'origine immunologique. 6. Le THC inhibe l'enzyme nécessaire à l'activation de certains des carcinogènes présents dans la fumée. 7. La fumée de tabac, par contre, augmente la probabilité de carcinogénèse en surmontant les mécanismes normaux de protection des points de contrôle cellulaire. Et 8. La nicotine présente dans le tabac favorise l'angiogénèse tumorale alors que le cannabis l'inhibe. OK. Entre vous et moi, l'angiogénèse, c'est juste le processus de formation des vaisseaux sanguins. Angio veut dire vaisseau et génèse, formation. Angiogénèse, donc, qui est défavorisée par la nicotine et favorisée par le cannabis. Monsieur Melamed avance que le vieillissement de la population des fumeurs de pot pourrait avoir des conséquences similaires à celui des fumeurs de tabac. C'est une affirmation dans son étude qui est rarement relayée quand on parle de lui ou de ses recherches. Évidemment, si tout le monde utilise des vaporisateurs, les dangers potentiels du cannabis disparaissent presque totalement. Melamed suggère que les composés du cannabis se sont avérés capables de tuer de nombreux types de cancers, notamment le cancer du poumon, le cancer du sein et de la prostate, la leucémie et le lymphome, le cancer de la peau, etc., etc. Il y avait même un cancer que je n'ai pas osé prononcer initialement, qui était le phéochromocytome. C'est juste une tumeur qui se manifeste par des accès d'hypertension, selon mon dictionnaire. Melamed semble être un chercheur hors catégorie. Les curieuses pourront consulter le lien dans les notes de l'épisode pour regarder sa remarquable conférence sur le SEC, le système endocannabinoïde. Si vous m'entendez dire SEC, c'est mon abréviation pour le système endocannabinoïde. Alors, on pivote maintenant vers les fumées et le cancer d'une façon générale. Que savons-nous vraiment des dangers de la fumée du cannabis pour le cancer? Dans une étude qui donne le vertige par son ampleur, le chercheur Donald Tashkin, T-A-S-H-K-I-N, donc Tashkin de l'Université de Californie à Los Angeles, s'est dit surpris de voir ces hypothèses négatives contrariées par sa recherche. Ce pneumologue, qui étudie le pot depuis plus de 50 ans, a trouvé que fumer du cannabis régulièrement et en grande quantité
n'entraîne pas de cancer du poumon. Il croyait qu'il allait prouver une association positive entre le cancer du poumon et la consommation du cannabis. Sa recherche a prouvé l'inverse. Il n'y a pas de corrélation ou de cause entre le fait de consommer du cannabis par combustion et le fait de développer un cancer du poumon. D'autres recherches prouvent la même chose, celle du chercheur Hashibe, qui concluait ainsi en 2006 sa recherche intitulée « Marijuana Use and the Risk of Lung and Upper Aerodigestive Tract Cancers ». Voici donc la conclusion. Nos résultats peuvent avoir été affectés par un biais de sélection ou une erreur dans la mesure de l'exposition au cours de la vie et des antécédents des facteurs de confusion. Mais il suggère que l'association de ces cancers avec la marijuana, même à long terme ou en cas de forte consommation, eh bien, cette association n'est pas forte et peut être inférieure aux limites pratiquement détectables. Fin de la citation. Cette étude portait sur 1200 personnes à Los Angeles atteintes d'un cancer du poumon, du cou ou de la tête et sur 1040 autres personnes sans cancer. Le niveau de la consommation forte est défini comme le fait d'avoir fumé entre 11 000 et 22 000 joints dans sa vie. J'ai fait le calcul, 22 000 joints, c'est 5 joints par jour pendant 12 ans. Même les consommateurs qui avaient plus de 22 000 joints derrière la cravate ne présentaient aucune incidence accrue des 3 cancers étudiés. La mauvaise nouvelle pour les fumeuses de tabac, c'est que les plus récentes recherches indiquent que les ex-fumeurs et fumeurs raisonnables, ceux qui fument que quelques fois par jour, eh bien, ils souffrent tous d'une réduction de leur fonction pulmonaire par rapport aux personnes n'ayant jamais fumé de tabac. La morale de cette histoire, tous les gens qui fument du tabac, et peu importe la quantité, vont souffrir de lésions pulmonaires. Ça fait peur. Une méta-analyse publiée en 2014 dans le Journal of Cancer rapporte des résultats similaires. Dans l'immense bouquet des études recensées, plusieurs présentaient des données contradictoires. Eh bien, dans tous les cas, les chercheurs ont réalisé que les fumeurs de cannabis qui étaient mal en point étaient également tous des consommateurs lourds de tabac. OK, on glisse maintenant vers le fonctionnement des poumons et le rôle des fumées. On va s'intéresser à une recherche publiée en 2015 intitulée « Les effets de l'exposition à la marijuana sur le flux d'air expiratoire ». Les chercheurs ont tenté de déterminer les conséquences de l'exposition récente et chronique à la fumée de cannabis en fonction de paramètres spirométriques mesurables de la fonction pulmonaire et les symptômes de santé respiratoire dans une grande cohorte d'adultes américains. Les conclusions, encore une fois, vont à l'encontre des idées populaires sur le sujet. Ainsi, pour un large échantillon d'adultes américains, fumer du pot pendant toute une vie n'a pas été associé à des changements négatifs dans les mesures spirométriques de la santé pulmonaire. Je rappelle qu'un spiromètre est tout simplement un appareil qui mesure la capacité respiratoire des poumons. Alors c'est le temps maintenant de revenir aux fumées et aux BPCO, les fameuses bronchopneumopathies chroniques obstructives. Il existe un consensus scientifique pour qualifier le tabagisme comme étant un facteur de risque majeur pour développer une inflammation chronique des voies respiratoires. Mais la fumée de cannabis est différente et c'est un médecin-chercheur de l'Université McGill, M. Mark Ware, W-A-R-E, qui affirme ce qui suit. Fumer du cannabis ne semble pas augmenter le risque de maladies pulmonaires obstructives chroniques ou des cancers des voies respiratoires. Les efforts pour développer des systèmes d'administration de cannabinoïdes plus propres peuvent et doivent se poursuivre, mais, au moins pour le moment, ceux qui fument de petites quantités de cannabis à des fins médicales ou récréatives peuvent respirer un peu plus facilement. Alors, en résumé, qu'est-ce que dit M. Ware? Fumer du cannabis ne se compare pas à fumer du tabac en ce qui concerne les risques respiratoires. 2. Les substances cancérigènes, gaz toxiques et autres particules présentes dans le cannabis en combustion ne semblent pas augmenter le risque de BPCO ou de cancer des voies respiratoires. Et 3. À faible dose, la fumée de cannabis pourrait être protectrice pour ces 2 maladies précédemment nommées. Alors, on en est rendu maintenant à la fumette technologique. Et oui, revenons à ce que nous connaissons tous, le bong.
Est-ce que le bong est un outil qui aide à préserver la santé des consommateurs de cannabis? Eh bien, d'après ce que j'ai pu lire et comprendre, le bong ne sert à presque rien, si ce n'est de refroidir la fumée. Et pour refroidir la fumée, il y a des trucs beaucoup plus drôles, comme fumer dans une banane ou une pomme congelée, que l'on peut disposer sans avoir à la laver après. Et je n'ose même pas aborder le problème de l'état de propreté des bongs que l'on peut, par exemple, voir sur les réseaux sociaux. Franchement, ça fait peur parfois. Et il y a des études qui montrent que ça ressemble un peu à Tchernobyl, ces bongs. J'exagère, évidemment. Non. Pour éliminer les produits dangereux générés par la combustion, ça prend un autre genre d'outil, un vaporisateur. Le vaporisateur chauffe le cannabis en dessous de son point de combustion. Cela réduit la création et l'absorption de monoxyde de carbone et de goudron. Tout simplement, pour commencer. Par exemple, le buzz peut être assez rapide et la technique permet d'éviter ou de réduire les problèmes respiratoires communs comme la toux. Les vaporisateurs sont de plus en plus populaires. J'avoue que j'en ai acheté plusieurs dans ma vie sans jamais trouver un modèle qui me plaise. Et c'est à ça que servent justement les clubs sociaux de cannabis, entre autres. On peut y tester d'une façon sécuritaire ce type d'équipement avec des gens, les autres membres, qui sont prêts à partager leur expérience et leur savoir. Les curieuses qui voudraient en savoir plus pourront écouter ou réécouter l'épisode 60 intitulé « Les clubs sociaux du cannabis, la solution pour le Québec ». Si vous avez des recommandations pour le meilleur vaporisateur au monde, n'hésitez pas à partager. Alors, pourquoi avons-nous abordé un tel sujet? Le Québec et le Canada peuvent être, il me semble, des influenceurs et même des prescripteurs dans la marche mondiale du cannabis vers sa légalisation. La France, dans sa grande expérimentation sur le cannabis médical, s'entend, exclut la combustion de son protocole de recherche. Pauvre France, qui a oublié de lire la recherche scientifique disponible. Elle agit comme certains États américains qui interdisaient la combustion pour légaliser le cannabis médical. Bien sûr, les préparations orales de cannabis ont leur place dans la pharmacopée, mais pour les patients très souffrants, la combustion apporte un soulagement immédiat dont ils ne devraient pas être privés. Et si effets secondaires il y a, on pourrait les comparer aux effets secondaires des médicaments les plus populaires. Il n'y a pas photo. Et oui, parce que nous sommes entre nous, je vous donne un exemple, le Zopiclon, qui est un médicament très populaire pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Alors, les effets secondaires connus du Zopiclon sont les suivants. Et on peut faire l'expérience mentale ensemble. Imaginons que ce soit le cannabis, mais on parle de Zopiclon. Les effets secondaires connus sont donc les suivants. Agressivité, anxiété ou agitation pendant le jour, confusion, plus fréquente chez les aînés, difficulté de coordination, plus fréquente chez les personnes âgées, effet de sevrage, par exemple, crampes abdominales, vomissements, sudation, tremblements, crise convulsive. On peut souffrir également d'essoufflement, d'hallucinations, voir ou entendre des choses qui n'existent pas. On peut souffrir de maladresse ou de manque de stabilité, encore une fois plus fréquemment chez les personnes âgées. Il y a une modification du comportement, par exemple excitation, hyperactivité, comportement violent. On peut avoir des problèmes de mémoire, plus fréquents chez les personnes âgées. On peut avoir une respiration plus difficile ou laborieuse. Tiens, est-ce vraiment raisonnable? Il peut y avoir des signes de dépression. Exemple, un manque de concentration, des fluctuations pondérales, des changements de sommeil, un désintérêt à l'égard de nombreuses activités, des pensées suicidaires. On peut souffrir de somnambulisme, de somnolence. On peut avoir des pensées relatives à l'automutilation. La liste est encore plus longue, évidemment, mais vous avez compris le principe. Alors, pour y voir plus clair, j'ai trouvé une remarquable recherche longitudinale. Le Dundin Study, D-U-N-E-D-I-N, a documenté l'usage du cannabis et des fonctions pulmonaires de plus de 1000 adultes. Il s'agit peut-être du corpus de données le plus exhaustif au monde sur la consommation de cannabis et la fonction pulmonaire. Les chercheurs ont constaté une sorte d'emphysème chez certains patients parmi les 1037 participants. Les chercheurs ont été très créatifs. Ils ont qualifié cet emphysème de bong lung, B-O-N-G-L-U-N-G, en 2 mots.
Alors, 3 méthodes ont été utilisées pour cette étude. La spirométrie, que nous connaissons déjà, la plétismographie également, qui est un ensemble de méthodes servant à mesurer les volumes. Comment on fait ça? On installe les personnes dans des cabines étanches pour mesurer les variations de pression. C'est ainsi que l'on teste le facteur de transfert de monoxyde de carbone. La conclusion de cette étude, le Dundin Study, est intrigante. L'usage du cannabis est relié à des volumes pulmonaires plus élevés. Cette étude apporterait donc une première preuve d'une altération du transfert gazeux causé par la consommation du cannabis. Mais personne, aujourd'hui, ne comprend pourquoi ce phénomène apparaît. Le bang long serait donc une réalité que l'on ne devrait pas balayer sous le tapis. Pourquoi? Parce que ça semble être une réalité et que nous devrions comprendre de quoi il s'agit. Il est quelle heure, là? Oh, désolé, c'est l'heure. Hé, MJ! Merci beaucoup. Oui, on se reparle la semaine prochaine. OK. Si vous le permettez, je vais conclure avec une recherche qui remet en cause beaucoup de certitudes. Il n'y a pas longtemps, le SEC n'était connu de personne. Le SEC, le système endocannabinoïde. Personne. Mais en 2022, il n'est toujours pas enseigné dans les écoles de médecine. Mais même s'il n'est pas enseigné, personne ne remet en cause l'existence du SEC. L'étude « Le microbiome pulmonaire régule l'auto-immunité du cerveau », et là je cite texto, cette étude démontre l'existence d'un axe poumon-cerveau dans lequel le microbiome pulmonaire régule la réactivité immunitaire du tissu nerveux central et influence ainsi sa susceptibilité au développement de maladies auto-immunes. Juste pour nous orienter, un microbiome décrit tout simplement l'ensemble de micro-organismes dans un environnement donné. Il y a donc un microbiome intestinal comme il y a un microbiome pulmonaire. Pour la thérapie, cette découverte ouvre de nouvelles fenêtres de traitement pour les troubles infectieux et dégénératifs. D'un point de vue médical, c'est énorme. Les infections pulmonaires, le tabagisme, les manipulations thérapeutiques et les facteurs environnementaux pourraient donc tous agir sur le microbiome pulmonaire et donc influencer la réactivité immunitaire du cerveau. On a d'ailleurs très bien largement documenté que les gens riches vivent dans les quartiers où l'air est le meilleur. Dans l'histoire du Québec, on n'a qu'à penser aux gestionnaires du pont Champlain qui étaient tout à fait à l'aise pour faire circuler des milliers de voitures dans des bretelles de contournement qui touchaient, comme par hasard, uniquement des populations pauvres. OK, on revient au cannabis et à une question que je me posais depuis très longtemps. Est-ce que le fait de retenir son souffle dans l'espoir d'augmenter son buzz, eh bien, est-ce que ça fonctionne? Avoir le visage rouge et être sur le point d'exploser peut effectivement donner l'impression que l'effet du cannabis est plus fort. L'idée derrière le geste repose sur le gonflement des poumons qui ouvrirait des zones jusque-là intouchées par les vapeurs de cannabis. Cette action créerait une plus grande disponibilité pour transférer le THC dans le sang par le biais des alvéoles pulmonaires exposées par le gonflement. J'appelle ça l'effet pruneau, car avant d'être tout ratatiné, on peut penser aux poumons, le pruneau est une belle prune rondelette. Dans les faits, on sait maintenant qu'il faut à peine 3 secondes pour que le THC fumé soit transféré dans le sang. Et le fait de tousser produit l'effet inverse à celui recherché, car la quantité d'oxygène dans le corps va augmenter instantanément, réduisant du même coup la concentration de THC. Et quand on retient son souffle assez longtemps, le corps, privé d'oxygène, eh bien, il subit une baisse de pression, provoquant du même coup un étourdissement léger jusqu'à la prochaine respiration. Voilà comment des millions de gens se croient plus stone, alors qu'ils ne sont qu'étourdis par leur propre comportement. Ça me fait penser à la première fois que j'ai fumé. C'était en France, il y a des millions d'années. Ce que je croyais être l'effet du hash n'était que l'effet du tabac qui m'avait rendu plus ou moins malade. Alors, pour conclure, j'aimerais évoquer le paradoxe du cannabis. Le cannabis, dans toute sa splendeur, propose un conflit d'interprétation. L'évolution humaine a donné au SEC, le système endocannabinoïde, un rôle d'homéostasie. L'homéostasie, ce n'est que la stabilisation des différents phénomènes physiologiques chez les organismes vivants. Mais on peut aussi parler d'homéostasie du risque, qui consiste, quand on a des meilleurs freins sur son vélo ou sa voiture, à freiner plus tard.
le risque reste le même en dépit des avantages technologiques. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cyclisme professionnel, où les freins à disque se sont imposés dans les 4 ou 5 dernières années. Et oui, les cannabinoïdes sont présents naturellement dans le lait maternel. Et nous sommes donc, dès tout petits, soumis à l'homéostasie des cannabinoïdes. Un des premiers dopings officiellement reconnus dans les Jeux de la Grèce antique consistait à boire le lait d'une femme enceinte juste avant le départ de sa course. Ce fut rapidement interdit. Déjà, par contre, les athlètes avaient une intuition précise du sec. Pour le reste des humains rampants comme vous et moi, qui ne sont pas des dieux du stade, eh bien, toute notre vie, les endocannabinoïdes participent à la gestion de notre corps en réduisant tout simplement l'inflammation ou en régulant le rythme de notre cœur. Le sec nous aide à réduire les dommages que nos activités génèrent. Le sec, le système endocannabinoïde, sera donc particulièrement actif pour réduire les dommages causés par le vieillissement de l'humain. Alors, est-ce que fumer du cannabis est aussi dangereux que fumer du tabac? On peut, je pense, affirmer que la fumée du cannabis est beaucoup moins dangereuse. Est-ce que fumer du cannabis est sans danger? Non, je suis forcé de dire non, car tout comme manger peut être un danger si on mange mal ou si on mange trop. Est-ce que fumer du cannabis est bon pour la santé? Je vais me contenter de dire que le cannabis semble être très utile pour réduire ou éliminer certaines pathologies. Alors, vous là, est-ce que la fumée du cannabis vous fait encore peur? Vous avez sûrement raison de ne pas croire les arguments que je vous ai présentés. Après tout, je ne suis pas un spécialiste. Vous croyez qu'exposer vos poumons à des fleurs que l'on fait pousser légalement, avec près d'une centaine de produits agrotoxiques autorisés par Santé Canada, n'est pas une bonne chose? Vous n'avez peut-être pas tort. Ça tombe bien, chanceux que nous sommes ici, car nous allons bientôt pouvoir tester des nano-émulsions fabriquées au Québec par une famille québécoise. Moi, j'ai hâte, je vous le dis. Et voilà, c'était le 114e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à l'infolettre de bonstock.québec. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.